Je me présente, Alain Martel, passionné de l'histoire de la radio. Dans la précédente présentation, CKAC Installation technique 1922 à 1929, il a été vu que les installations de CKAC comprenaient également un poste de réception radiotélégraphique. De récentes trouvailles et recherches permettent d'en connaître encore plus sur ce poste de réception, le contexte dans lequel il fut établi et qui est cet homme que nous voyons, écouteurs aux oreilles et crayon à la main. Venez explorer avec moi une époque méconnue où radio et câbles télégraphiques sous-marins compétitionnaient pour la nouvelle internationale. C'est au 1er juillet 1922 que nous retraçons l'histoire de ce poste radiotélégraphique. Les travaux du poste CKC sont alors en cours et un article nous informe qu'ils vont bon train. Ce même article rapporte un voyage d'études accompli par une délégation composée de 3 membres du journal. M. John P. Callaghan du Bureau de la publicité, dont l'article mentionne qu'il a un grand intérêt pour tout ce qui touche à la radio. M. René Lyonnais, surintendant général, qui, de par sa fonction au journal, occupe une place importante dans l'installation du nouveau poste. Et M. Paul-Arthur Côté, rédacteur technique de la nouvelle chronique Le Radio. La délégation visitera 4 postes. Un de ceux-ci est 2XY, un poste alors expérimental, mais qui sera officiellement en ondes quelques jours plus tard sous l'indicatif le WBAY. Situé sur l'édifice de la Compagnie internationale de téléphone et de télégraphe, AT&T, l'installation est faite par la compagnie subsidiaire Western Electric, fabricant bien connu d'équipements électriques et téléphoniques. La tournée des postes inclut WJZ de la compagnie Westinghouse Electric, localisée à son usine de Newark au New Jersey, sur l'autre rive de la rivière Hudson. Il y a aussi WGY de la compagnie General Electric. Situé à Schenectady, dans l'État de New York, l'endroit est à mi-chemin entre Montréal et la ville de New York. Au moment de la visite, le poste est en opération depuis près de 5 mois. Inusité à l'époque, le studio et le poste de transmission sont situés à des endroits différents. Grâce à une permission spéciale du gouverneur de l'État, le groupe a l'occasion d'inspecter les installations radio-militaires du US Signal Corps à Fort Wood. Le site est localisé sur les îles Governors et Bedloes à l'embouchure de la rivière Hudson. C'est sur l'île de Bedloes, connue aujourd'hui sous le nom de Liberty Island, que se trouve la station qui diffuse sous l'indicatif WYCB. On aperçoit très bien sur cette vieille carte postale les 2 pylônes d'antenne. Cette autre carte postale d'époque nous montre une vue d'un autre angle du fort militaire et de ses pylônes d'antenne. Enfin, la délégation visite le poste de réception transatlantique du Journal Times de New York, poste qui les a particulièrement intéressés. Quoiqu'il ne fut pas visité par la délégation de la presse, il est pertinent de savoir que le Chicago Tribune avait aussi un poste de réception depuis 1920. Dans la revue Radio Topics de mars 1921, le poste est décrit comme étant construit spécifiquement pour la réception des fils de presse venant d'Europe. On mentionne qu'une antenne de type cadre d'une dimension de 70 pieds par 40 pieds est installée sur le toit et est orientée vers la station de Bordeaux. Une équipe de 4 radioamateurs
ce relais pour capter les messages. On spécifie que le code Morse est transmis à une vitesse de 25 mots par minute. Les opérateurs n'ont donc aucun répit et doivent transcrire directement les messages à l'aide d'une dactylo. On indique qu'heureusement, le signal reçu est suffisamment puissant pour être enregistré sur dictaphone. Il est toutefois mentionné que les conditions atmosphériques empêchent toute réception en été. Sur la photographie, on aperçoit le dictaphone à la toute gauche du pupitre. Selon le Chicago Tribune, chaque dépêche de presse, reçue par ce moyen plutôt que par câble télégraphique, lui serait au moins 30 plus économique. Ce poste cesse pourtant ses activités dès 1921. Le monopole qu'exerçait la Radio Corporation of America, RCA, serait à la source de cet arrêt. Nous verrons plus loin comment cette embûche sera contournée et son incidence sur le poste de réception de la presse. Dès 1921, le New York Times est également doté d'un dictaphone pour l'enregistrement des transmissions radiotélégraphiques. Un article du Radio Review d'octobre de cette même année nous explique que l'appareil permettra la réception de messages des stations de Bordeaux en France et de Nauen en Allemagne, et ainsi être en mesure de recevoir des messages à des vitesses pouvant aller jusqu'à 100 mots par minute. Il est également mentionné qu'une antenne cadre est utilisée pour réduire les interférences atmosphériques. Le nom dictaphone est une marque de commerce de la compagnie de gramophone Columbia. C'est un appareil similaire à un phonographe qui enregistre les sons sur un cylindre de cire. Comme son nom le suggère, il fut conçu à l'origine pour la prise de notes et de dictée. L'appareil peut enregistrer des messages en code Morse en autant que le signal audio est suffisamment fort. La capacité maximale d'un cylindre est d'environ 10 minutes. Un ajustement permet de réduire la vitesse à l'écoute. Selon le degré de réduction, la qualité du message s'en trouve affectée, mais le message demeure intelligible. Le radiotélégraphiste du New York Times, B.J. Souter, signe un article publié dans le magazine Radio Broadcast de décembre 1922, dans lequel il explique de façon générale le fonctionnement du dictaphone utilisé au journal pour la réception des messages à haute vitesse. L'appareil utilisé est en fait deux dictaphones jumelés qui permettent l'enregistrement en continu. Un ingénieux système d'engrenage permet de passer à un deuxième cylindre lorsque le premier est complet et vice-versa, et ce, sans aucune coupure. Il faut mentionner que M. Souter est à cette époque un des meilleurs radiotélégraphistes des États-Unis avec une capacité de réception de plus de 45 mots par minute. Pour être en mesure de recevoir des messages en code Morse à haute vitesse, le dictaphone est imparfait. Les grands postes de réception commerciaux, militaires ou gouvernementaux utilisent plutôt un instrument appelé ondulateur. L'ondulateur trace sur un ruban de papier quasi infini les variations du signal, peu importe la vitesse. Il n'y a donc aucun besoin de remplacer constamment des cylindres, ni d'écouter les enregistrements ultérieurement. Le télégraphiste décode visuellement les messages directement sur le ruban, comme on lit un texte. C'est donc dans ce contexte que le journal La Presse met sur pied son service de radiotélégraphie. Il en fait l'annonce en première page dans son édition du 22 décembre 1922, soit un peu moins de 3 mois après l'ouverture de CKAC. On y apprend que des appareils de réception de messages transatlantiques ont été ajoutés au poste CKAC et qu'une communication directe avec la France a été établie en ce jour et sans interruption.
L'article rappelle que la presse est à l'avant-garde du progrès, comme lorsqu'elle avait établi le premier poste radiotélégraphique du Québec en 1904. Ce même article nous explique les prémices du nouveau service qui sont en bref des nouvelles reçues sans relais ni intermédiaire, des nouvelles qui ne risquent pas d'être dénaturées lors des manipulations et traductions, des nouvelles plus régulières et fraîches du jour même. Le jour suivant, le 23 décembre, et toujours en première page, la presse réitère: les nouvelles que nous publierons sont celles du jour même. Les renseignements sont authentiques et arrivent rapidement. C'est une aubaine pour les lecteurs de toutes les classes et un lien qui nous rattache à l'ancienne mère patrie. Plus de fausses interprétations, ce qui était facile autrefois, par des traductions qui dénaturaient le sens. Tous les lecteurs et patrons de la presse apprécieront ce nouveau service qui place le journal au premier rang des journaux du Canada. La presse avait un bureau de télégraphie à même son immeuble. Plusieurs télégraphistes y travaillaient à recevoir les fils de presse. Le réseau télégraphique, avec ses nombreux relais, n'était pas toujours fiable. Les télégrammes qui parcouraient de grandes distances passaient par plusieurs télégraphistes et il n'était pas rare que les messages arrivent altérés. De plus, au Canada, c'est par l'entremise de l'agence américaine Associated Press de New York que parvenait la nouvelle étrangère. Par conséquent, les nouvelles de France étaient préparées par des journalistes américains. On comprend donc l'intérêt du journal dans les possibilités qu'offrait un poste de réception longue distance. Le mercredi 27 décembre, seulement 4 jours après son annonce de début, le journal informe que des perfectionnements seront apportés au service. On peut y lire: le service radiotélégraphique entre la France et la presse sera considérablement amélioré d'ici quelques jours. Ce service est si important, on l'apprécie avec tant d'enthousiasme que nous croyons ne devoir rien négliger pour l'étendre et le compléter. Des appareils perfectionnés, des dispositifs très modernes seront ajoutés à notre poste de radio qui assureront la plus grande efficacité à notre service radiotélégraphique. Il s'agit en effet d'éliminer autant que possible tout ce qui peut nuire à la réception parfaite des messages et nouvelles qui nous sont transmis tous les jours des grands postes français. L'annonce d'importantes améliorations à venir est à nouveau répétée le samedi 30 décembre. Comme il avait été constaté lors de la visite au New York Times, il était possible d'avoir les nouvelles d'Europe sans passer par une agence de presse. Il s'agissait de capter directement les dépêches radiotélégraphiques des grandes stations d'Europe. En fait, il faut comprendre que le poste du journal La Presse n'était pas en contact direct avec la France, d'aucune façon. Il s'agissait plutôt de capter les dépêches radiotélégraphiques que transmettaient les puissants postes d'Europe. Si la réception était brouillée ou trop rapide, il n'était pas possible de demander un second envoi. Ces grands postes émetteurs avaient pris toute leur importance au cours du conflit mondial de 14-18. Les câbles télégraphiques terrestres et sous-marins s'étaient montrés vulnérables aux ennemis de part et d'autre. Les grandes puissances avaient alors érigé de puissants postes émetteurs pour garder le contact avec leurs colonies, territoires éloignés, ambassades, consulats, navires en mer et autres. Ils transmettaient différentes informations, notamment des signaux horaires et des bulletins de nouvelles. L'Allemagne avait la station de Nauen, les Français celle de la Tour Eiffel et les Britanniques la station Marconi de Carnavon. À la fin des hostilités, plusieurs autres stations encore plus puissantes furent installées,
notamment Bordeaux-Lafayette en 1919 et Sainte-Assise en août 1922. Toutes ces stations transmettaient sur de très grandes longueurs d'onde. Les ondes courtes nécessitant beaucoup moins de moyens logistiques ne feront leur apparition que quelques années plus tard. Ceci étant dit, revenons à la publication du vendredi 22 décembre 1922 dans le journal La Presse, annonçant l'établissement du service de radiotélégraphie, ainsi que de cette image parue dans le magazine Radio News d'avril 1923. On retrouve une photo quasi identique du poste de réception La Presse dans le journal Le Nouvelliste de Trois-Rivières d'octobre 2001. Nul doute que ce cliché provient de la même session photographique, mais prise d'un angle différent. La photo est insérée dans un article qui remémore l'époque où Drummondville et Yamachiche étaient au centre d'un complexe de télécommunications radiotélégraphiques outre-mer entre 1926 et 1975. On identifie le télégraphiste comme étant M. Raoul Duchesne, un personnage qui a fait sa marque dans la région. Cette photo n'a manifestement pas été prise à Yamachiche en 1927, mais à l'édifice La Presse, compte tenu de la présence de livres et liasses de documents sur les tablettes de part et d'autre. Il apparaît que le poste de réception n'était pas dans les studios de CKC, comme conclu initialement, mais dans un local différent. Le radiotélégraphiste de la presse, apparaissant dans la revue Radio News en 1923, était donc M. Raoul Duchesne de la Marconi. M. Duchesne est né en 1884 à Yamachiche. À l'âge de 13 ans, il quitte la maison avec son frère aîné pour étudier à Montréal, où tous deux deviennent télégraphistes. Raoul est embauché à la Marconi et son frère au Canadien Pacifique. On retrace par la suite M. Raoul Duchesne à l'automne 1918 à la station de télégraphie sans fil Marconi de Trois-Rivières, alors qu'il se marie. Puis, un an plus tard, comme chef de la station de télégraphie sans fil de Pointe-au-Père. On ne sait pratiquement rien de la participation de M. Duchesne au poste CKC. C'est à la station Marconi de Yamachiche que nous le retrouvons quelques années plus tard. Les travaux de cet important lien de télécommunications outre-mer ont débuté à la fin de 1924. M. Duchesne y travaillera jusqu'à sa retraite en 1948. Fait intéressant. Tout en occupant son emploi à la station Marconi de Yamachiche, M. Duchesne acquiert un petit commerce qu'il dirige avec l'aide de son épouse. Ce commerce a prospéré et est aujourd'hui une grande entreprise québécoise. Le clou de cette anecdote est que M. Duchesne est plus connu pour la compagnie qu'il a mis sur pied que son travail à la Marconi. Vous ne pourrez dorénavant vous empêcher de penser à cette histoire lorsque vous irez à la quincaillerie. Raoul Duchesne est décédé en 1953. On a donné son nom à un boulevard dans le secteur industriel de Bécancour. Il semble que le poste de réception radiotélégraphique du journal La Presse ne fut pas en service très longtemps. Mis en place le 23 décembre 1922, il ne subsiste aucune trace du service de la radio après le 13 avril 1923, soit à peine un peu plus de 3 mois après son début. Soulignons certains faits qui peuvent nous aider à expliquer cette courte durée. Premièrement, les opérations débutent le ou vers le 22 décembre. À cette période de l'année, la nuit s'étend pratiquement sur les 2 tiers de la journée. Les bruits atmosphériques sont au plus faibles et c'est la période la plus favorable pour la réception radio de longue distance. Cependant, seulement 4 jours après le début, il est déjà question d'améliorer les équipements. De toute évidence, la réception est insatisfaisante. Il n'y a aucune indication quant à l'antenne utilisée. Il est plus que probable que l'on se soit branché sur celle du poste CKAC.
L'antenne de type L inversé de CKAC est plus susceptible aux bruits atmosphériques et interférences de tout genre qu'une antenne cadre, encore plus dans l'environnement à la fois urbain et industriel de l'édifice La Presse. Sans tomber dans les détails, l'antenne de CKAC était construite de telle manière à ce que les signaux en provenance de l'Est, soit d'Europe, pouvaient être atténués. Que l'antenne de CKAC fût utilisée ou non, la proximité d'un émetteur aussi puissant que celui de CKAC restreignait les heures d'écoute en dehors des heures de transmission. Les appareils du poste La Presse étaient certainement aussi modernes et perfectionnés que le journal le prétendait. La page couverture du Radio World de mai 1923 nous montre la salle radio du paquebot RMS Majestic. Mis en service en 1922, le Majestic est le plus gros paquebot au monde à ce moment. Les similitudes sont frappantes. Regardons plus attentivement et comparons l'équipement de réception du navire avec celle du poste La Presse. On voit très clairement le même type de montage. Nul doute possible, nous reconnaissons aisément les syntonisateurs d'accord et le détecteur amplificateur type 55 fabriqué par la compagnie Marconi. La légende de la photo nous fournit une information pertinente. On explique que l'un des officiers radio du navire était à recevoir les dépêches de presse en provenance de Paris à la vitesse de 80 mots à la minute. On distingue assez bien le moteur électrique d'un appareil de type ondulateur sur la table au centre de l'image. Un ruban y est rattaché que l'officier radio regarde attentivement. Durant la période 1920-1923, il apparaît que les nouvelles provenant des grandes stations d'Europe étaient principalement transmises à des vitesses qui nécessitaient l'utilisation d'une méthode d'enregistrement. Un dictaphone ou un ondulateur était couramment utilisé à cette fin. En ce qui a trait au poste de réception du journal La Presse, on ne sait pas à quel moment précis sa photographie a été prise, mais assurément avant sa parution dans le Radio News en avril 1923. Toujours est-il qu'on ne voit aucun appareil d'enregistrement sur cette photo. On distingue cependant deux systèmes de réception, un similaire au Majestic et un autre plus rudimentaire, rangé sur le dessus des appareils. On peut se demander quel est l'objet des améliorations à venir dont le journal fait mention seulement 4 jours après le début. On dit qu'il s'agit d'appareils perfectionnés, de dispositifs très modernes. Était-ce le système de radio similaire au navire Majestic ou peut-être des accessoires d'enregistrement? Dans tous les cas, comme le disait le journal, ces améliorations avaient pour but d'éliminer autant que possible tout ce qui pouvait nuire à la réception parfaite des messages. Toujours est-il que sans aucun avertissement et sans qu'aucune explication ne soit donnée, c'est le vendredi 13 avril 1923 qu'est publiée la dernière chronique pouvant être clairement identifiée comme provenant du service radiotélégraphique de la presse. La chronique a porté plusieurs noms. D'abord intitulée Le service quotidien par radio, il change fin janvier pour France-Canada, service spécial de la presse par radio, puis finalement par l'entête illustrée que l'on voit à l'écran et qui a fait son apparition fin février et demeuré jusqu'à la fin. Mais comment expliquer la disparition de cette rubrique après seulement quelques mois de parution? Les difficultés de réception ont-elles été insurmontables ou est-ce des circonstances qui nous sont inconnues? Certains faits pourraient nous éclairer. Ainsi, en février 1923, le journal Le Soleil de Québec affiche des nouvelles d'Europe par dépêche radio. Événement plutôt étrange lorsqu'on considère qu'à cette époque, la presse et le Soleil sont des journaux entièrement indépendants l'un de l'autre.
Le journal Le Soleil avait-il également une installation radio à sa disposition? Manifestement, Le Soleil obtient certaines nouvelles d'Europe tout aussi rapidement que la presse. Ainsi, le 28 mars 1923, on retrouve la même nouvelle, toutes deux de Paris et datées du jour même. La seule différence est la façon dont les textes ont été rédigés. On retrouve aussi quelques exemples de nouvelles obtenues par radio parmi d'autres journaux, dont celle-ci du Nouvelliste de Trois-Rivières, paru le 8 mai 1923. On y lit la mention Service de la presse française, Paris le 8, par radio. Le Journal Le Canada fait également la mention d'un service de dépêche radiotélégraphique au cours de l'été 1923. Mais somme toute, ces mentions se font plutôt rares après le printemps de 1923. On retrouve tout de même cette mention en août 1924, toujours dans le Canada. L'explication se trouve possiblement dans cette nouvelle publiée par d'autres journaux que la presse, tels que la Tribune de Sherbrooke et l'Action catholique. Ceux-ci nous informent le 4 avril 1923 que l'American Publishers Company, dont l'Associated Press est à sa tête, expérimente depuis 1 an la réception de nouvelles radiotélégraphiques à Halifax, Montréal et New York. Les nouvelles sont en provenance d'Angleterre, de France, d'Italie et de Russie. Le 13 novembre 1923, la Gazette de Montréal nous confirme également que la station expérimentale d'Halifax, en lien avec la station de Leafield en Angleterre, a débuté ses opérations à titre expérimental dès 1922 et à ce jour est un très grand succès. Le journal note que les nouvelles d'Europe sont retransmises à Chicago. En effet, on retrouve plus de précisions dans la revue Radio Broadcast de mars 1924. Dans un article sur le monopole qu'exerce la Radio Corporation of America, la RCA, il y est expliqué que pour éviter ce monopole, les plus grands journaux ont construit une station radio en Nouvelle-Écosse, au Canada, car ils ne pouvaient le faire aux États-Unis. Voici donc la solution trouvée par le Chicago Tribune qui avait dû cesser l'opération de sa station de réception en 1921. La même revue, dans son édition de septembre 1925, précise qu'en 1922, 9 des plus grands journaux quotidiens américains, dont le Chicago Tribune, se sont associés pour mettre sur pied un poste de réception radio transatlantique à Dartmouth, près de Halifax, au Canada. Le poste est en communication directe avec les stations de Leafield et Northolt en Angleterre, ainsi que ceux de Lyon en France et de Coltano en Italie. C'est le Globe, aujourd'hui le Globe and Mail de Toronto, qui nous informe le 23 juin 1923 de l'émission du permis de station radio demandé par M. Crandall au nom de l'American Publisher Committee. Le permis, émis par le ministère de la Marine, autorise la construction d'une grande et puissante station de télégraphie sans fil à Sainte-Margaret, près d'Halifax. La station s'occupera exclusivement de dépêches de presse. Nous devons en déduire que les installations de Dartmouth étaient pour la réception des stations d'Europe et que celle de Sainte-Margaret, construite subséquemment, était le poste émetteur. On référait à l'ensemble des deux comme étant celle d'Halifax. En 1923, la communication par radio fait des progrès fulgurants. La technologie du sans-fil s'impose en tant que sérieuse rivale au réseau mondial télégraphique. Les télécommunications sont un monde d'affaires composé de joueurs puissants et la radio est vite englobée par ceux-ci. La nouvelle se monnaie depuis longtemps. La nouvelle fraîche du jour se vend encore mieux. Si l'on peut capter gratuitement les ondes, c'est une autre question que de les utiliser à des fins commerciales. La mise sur pied d'un bureau de la British United Press à Montréal
et son lien direct avec la station d'Halifax est certainement une des clés de l'énigme. Somme toute, il est évident que les avantages que semblait promettre un poste de réception au journal La Presse ne se sont pas réalisés. La visite du poste de réception du New York Times avait peut-être suscité un peu trop d'enthousiasme. En conclusion, le peu que l'on sache du poste de radiotélégraphie du journal La Presse, c'est qu'après en avoir fait la promotion en grande pompe et en toute première page, sa disparition peu de temps après s'est faite sans tambour ni trompette. Il est vite tombé dans l'anonymat. Le vrai succès radio de La Presse sera donc CKC. J'espère que ce document vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la petite histoire de la radio et de son association avec le journal La Presse. Aidez à la distribution de ce document avec un pouce en l'air. Je vous remercie.